Jonathan Herscovici, merci d'avoir répondu à l'invitation du Journal du Coin. Alors, dans le cadre de l'événement que tu organises, Surfing Bitcoin édition 3 2022, tu es donc co-organisateur de l'événement, tu es cofondateur de Stackinsat. On va en parler un petit peu plus en largeur dans la suite de l'interview, mais est-ce que tu peux commencer rapidement par compléter cette petite présentation en expliquant ton parcours et comment est-ce que tu en es arrivé à organiser cet événement et à monter Stackinsat? Alors, je vais essayer de te faire une réponse courte, mais déjà, merci infiniment pour cette invitation. Et c'est la première Merci à fois toi. qu'on se voit. Ouais. Esprit cryptique sur Twitter. Absolument. J'aime beaucoup la punchline. Donc, pour répondre à ta question, j'ai 36 ans. Je viens du monde de la finance traditionnelle. Ok. J'ai travaillé notamment chez Lyxor Asset Management. Ouais. Et j'ai créé une première start-up alors que j'avais 24 ans. D'accord. Cette start-up, je l'ai créée du coup à Paris. Mm-hmm. En gros, elle faisait de la gestion de patrimoine en ligne. Donc, on appelait ça aussi des robo-advisors. J'ai réussi avec cette boîte puisque je l'ai revendue à un grand groupe. Mm-hmm. Et je me suis lancé dans Bitcoin quelques mois après. Donc, quelle année? C'était fin 2018, Okay. début 2019, où je suis d'ailleurs arrivé à Biarritz, Ouais. où je me suis installé pour y vivre et j'ai quitté Paris. Et ça, c'est une des meilleures décisions que j'ai prises de toute ma vie. Voilà. On peut le comprendre. Voilà. Oui, surtout avec quand on voit le cadre, surtout au casino. C'est incroyable. Début 2019, donc je m'installe ici. Et j'avais pour projet de me lancer dans un projet crypto. Mm-hmm. Donc, j'avais pas encore de projet précis. Par contre, ce qui était sûr, c'est que je voulais m'associer avec mon meilleur ami, qui était à ce moment-là au Canada, donc à Montréal, et que j'ai fait du coup venir vivre ici. Donc, au début à Paris, puis après, il m'a rejoint à Biarritz. Et en fait, on a eu l'idée de Stackinsat en octobre 2019. D'accord. Où l'idée, c'était de trouver un projet 100% Bitcoin, parce que je suis Bitcoiner maximaliste. Ouais. Voilà. Assumé. Archi assumé. Et finalement, il n'y avait pas 36 projets possibles pour des Bitcoiners comme nous. Et finalement, c'était assez cohérent de partir sur une solution de dollar cost average, donc d'achat récurrent. Mm-hmm. Tout simplement parce que moi, j'avais l'expertise de ma précédente expérience, qui était justement une plateforme d'épargne. Donc, c'est un marché que je connais très bien. Et on a décidé de se lancer dans Stackinsat pour ces raisons-là. Mm-hmm. Et derrière, on a lancé commercialement Stackinsat donc le 1er octobre 2020. Ok, donc ça va faire 2 ans là, ouais. Voilà, et ça a été l'occasion de lancer la première édition de Surfing Bitcoin, parce qu'en gros, pour te refaire l'histoire, au début, si tu veux, nous, on voulait tout simplement faire une soirée de lancement. Ouais. Et en fait, cette soirée de lancement, on a commencé à inviter 2-3 Bitcoiners, et on s'est dit, mais en fait, ce serait cool de vous faire parler. Et finalement, trop de gens ont dit oui. Donc finalement, on avait trop d'intervenants. Ouais. Et on s'est dit, pourquoi pas faire une demi-journée. Et après, on s'est dit, mais attends, mais... Donc ça part d'une demande, en fait, il y a plein de... ouais, en fait, non, alors c'est nous qui, au début, quand même, si tu veux, voilà, on mais ça prend une proportion plus importante. On va lancer Stackinsat. Ouais. Est-ce que vous seriez chaud pour venir intervenir sur un sujet? Ils ont dit oui, donc il y en a eu trop de oui. Et finalement, on s'est dit qu'on allait faire une demi-journée. Et c'est comme ça qu'est né Surfing Bitcoin, parce qu'en fait, on s'est dit demi-journée, ce serait peut-être bien de trouver un nom. Un nom, ouais. Et en fait, on a trouvé le nom avec Joss assez rapidement. Et pour le coup, la punchline, je la trouve encore incroyable aujourd'hui. Je sais pas ce que t'en penses, mais Surfing Bitcoin... J'adore. Puis ça va bien avec Biarritz, voilà, c'est ça. Magique. Ouais. Pareil, le logo, Joss, qui justement, lui, a des skills en Photoshop, nous a fait ça en 5 minutes. Et on avait notre compte. Donc Joss qui est ton associé. Joss qui est mon associé, pardon. Ouais. Et du coup, on a lancé donc cette conférence en plein Covid. Donc, on était Covid, donc 2e confinement, je crois, où en gros, on avait privatisé l'hôtel le Radisson. Ouais. Et en fait, au dernier moment, il y avait eu un arrêté préfectoral où finalement, on devait carrément supprimer l'événement. On a négocié avec le proprio pour finalement garder une centaine de personnes à peine, et surtout de faire un live. Et d'ailleurs, je tiens à remercier
Le JDC, une nouvelle fois, parce que vous avez accepté de faire un live de cet événement. De le diffuser, ouais. De le diffuser sur votre chaîne. Et c'est ce qui a finalement lancé Surfing Bitcoin, parce qu'on a eu 10 000 vues cumulées sur ce live. Et on s'est dit qu'on tenait un truc. Et c'est pour ça qu'on a organisé. C'est de là que vient la récurrence de l'événement. Exactement. Okay. Donc c'est pour ça que vous êtes un petit peu contributeur de ce succès. Et on a donc lancé la 2e édition l'année dernière. Et donc là, la 3e édition cette année. Ok. Tu tires quel bilan là? Il reste quelques conférences pour cette 3e édition, mais on approche de la fin. Comment tu l'as senti? Qu'est-ce que voilà, t'es satisfait? Simplement ouf. Ouais. En un seul mot, quoi. Ouais. Donc c'est au-delà de nos expériences. Déjà que j'avais fait un petit peu un fake it until you make it, où en gros j'avais annoncé 1500 à 2000 personnes en ne sachant évidemment pas quel chiffre allait avoir à la fin. Et là, je peux t'annoncer qu'on est à plus de 2000 personnes. Super. Ouais. Donc c'est juste au-delà de ce que j'avais. C'est vrai que les conférences sont pleines à chaque fois. Dans les couloirs, on croise plein de monde. Enfin, c'est ouf. C'est ouf. Franchement, donc c'est au-delà de mes espérances. Après, le truc aussi qui joue et qui est très important, c'est le temps, la météo. Parce que, en fait, je sais pas si tu avais regardé la météo il y a une semaine. Oui, ça s'annonçait pas fou, hein. Orage, pluie, etc. Et là, Dieu Satoshi, finalement. On n'a pas eu de pluie, finalement. Pas une goutte de pluie ou quasiment aucune. Et puis, beau temps. Et justement, pas trop chaud. Finalement, c'était un bon compromis. Donc ça, je pense que ça contribue aussi à la réussite. Bien sûr, le cadre de Biarritz. Le cadre et tout, voilà. Bien sûr, c'est un package Par rapport à l'année dernière, ce que je trouve ouf, c'est surtout qu'il y avait des vagues. En fait, il y avait des surfeurs. Donc, encore une fois, pour ceux qui ne connaissent pas le casino de Biarritz, c'est vraiment devant la grande plage. Et on est à 50 mètres des vagues, quoi. Et donc, du coup, on avait le spectacle, en plus, cette fois, des surfeurs. Donc, pour le coup, Surfing Bitcoin marche encore mieux avec les surfeurs. Donc voilà, bilan incroyable, donc surtout aussi la première journée. Donc la première journée qui était une journée... Qui est une innovation par rapport à l'année dernière. Qui est une innovation, donc une journée gratuite avec des temps forts. Donc on avait la chasse au trésor, donc il y a eu plus de 700 participants. On a eu justement notre partenariat avec le Biarritz Olympique, le club de rugby de la ville, où on a donné des places justement pour incentiver les gens à participer à cette chasse au trésor. On a fait le surf to earn, le surf mécanique, où tu peux gagner des satoshi en restant le plus longtemps possible. Petit pied de nez à tous les projets. Donc ça, c'est du to earn. Les petits trolls au Stephen & Co. Voilà, qui a plutôt bien marché aussi. Et d'ailleurs, ce soir, il y a les championnats du monde, parce que on a du coup... T'as gardé les 16 meilleurs temps. Et donc, il y a 1 000 € en Bitcoin à gagner, donc ça, c'est quand même sympa. Le temps fort, évidemment, aussi, qui était le mystère Satoshi, où là, l'idée, encore une fois, c'est de redpiler un maximum de gens, parce que... On a eu la chance d'interviewer Rémi Forte, réalisateur du documentaire. Voilà. Donc ça, c'était un gros temps fort. Ensuite, donc, on a eu la Networking Night, qui a plutôt bien marché, encore une fois, avec un temps magnifique. Et là, du coup, les 2 jours de conférence, donc très soutenus. Et d'ailleurs, en fait, c'est ça que je vais retenir, même si, évidemment, il y a eu plein de choses qui ont été dites. Donc, on va essayer peut-être rapidement, une petite parenthèse. Donc, pour rappel, il y avait des demi-journées thématiques. Donc, finance, régulation, économie géopolitique, minage, énergie ce matin. Et donc là, pendant qu'on parle, il y a actuellement donc, technologie et outils. Et chacun de ces thèmes est divisé en 2 salles. Donc, une salle généraliste en français et une salle experte en anglais. Donc ça, c'est une grosse différence avec l'année dernière. Il n'y avait qu'une seule salle, etc. Donc là, maintenant, et ça, c'est ce qu'on nous avait un peu reproché, là, tout le monde, tous les profils ont de quoi manger. C'est-à-dire que là... C'est même frustrant, je vais te dire, parce qu'il y a plein de conférences intéressantes qui parfois se chevauchent. Donc il y aura peut-être tout sera rediffusé. Voilà, il y aura des rediffusions sur YouTube, mais c'est vraiment à ne pas savoir où aller à certains moments. Franchement, surtout ce matin, je pense qu'il y avait pas mal. C'est clair. Pas mal de conférences. Mais voilà, au moins, si tu veux, ça, c'est des critiques que nous avait fait l'année dernière, c'est que là, tout le monde peut trouver à manger, et tout le monde peut trouver satisfaction par rapport au contenu qu'on va proposer. Donc en gros, pour répondre à ta question, énorme succès. Et donc évidemment qu'il y aura une 4e édition, un petit peu. Top, c'était ma question. Après, la question qu'on se pose en interne, c'est est-ce qu'on maintient cette date? Est-ce qu'on maintient Biarritz? Mais si tu veux, j'ai envie de te dire, en fait, il y a tellement d'éléments positifs sur la date et sur le lieu. Le lieu est complètement dingue. C'est quand même peu probable qu'on change, même si on va quand même discuter en interne, etc. Parce qu'on hésite quand même, parce que l'objectif quand même, c'était de s'internationaliser, ce qu'on a réussi à faire. Donc là, cette année, c'était la confirmation et l'internationalisation. Et l'année prochaine, en fait, on veut vraiment continuer sur cette internationalisation. C'est très important, d'où le doute qu'on a. On voulait peut-être aller à Lisbonne.
peut-être privé à San Sebastian. Donc toujours évidemment à côté de la mer. Hein. Voilà. Et donc oui, donc 4e édition donc fin août. Donc cette fois, réservez vos dates, hein, les gars. Parce qu'en fait, il y en a beaucoup cette année alors qu'on avait dit que c'était déjà fin août l'année dernière, mais qui ont pris leur billet trop tard ou qui n'avaient plus de logement. C'est vrai que c'était bien sûr. compliqué de trouver des logements à Biarritz, parce que rien que nous, l'Orga, on a privatisé 7 hôtels, hein, quand même, pour les speakers. Donc oui, prévoyez à l'avance votre voyage, s'il vous plaît. Mais oui, ça va être la folie l'année prochaine aussi. Donc on va au moins faire aussi bien que cette année. Super. Moi, ce que je trouve génial, tu vois, c'est de se balader dans la ville, en fait. Et le casino, c'est un peu un point central. Hein. On est obligé. Moi, je connaissais pas Biarritz, mais on est obligé d'y passer, en fait, parce que la plage est là. Et en fait, il y a des énormes affiches Surfing Bitcoin. Donc, tu as à peu près tout le monde en vacances à Biarritz fin août, donc il y a du monde, qui voit qu'on a un événement Bitcoin centré en France sur 3 jours. C'est génial, quoi. On est tout simplement la première conférence Bitcoin en Europe. Hein. Donc là, ça y est, avec ce chiffre de 2000. Même en termes de speakers, donc on est à 115 speakers, 30 journalistes. Là, franchement, on a sorti l'Armageddon pour faire quelque chose d'assez extraordinaire. Il y a d'autres conférences, justement, en Europe, Bitcoin centrées. T'as celle de Hodl, donc de l'exchange, donc qui concurrence Bisq. Je sais pas si tu connais. Oui, bien sûr. Et du coup, ils sont à Riga, en Lituanie. Donc évidemment, eux, ils étaient là bien avant nous. Ils ont malheureusement arrêté d'en faire à cause du Covid. Donc cette année, on verra. Hein. Donc évidemment, on est très contents. Alors moi, je n'y serai pas. Je connais quelques personnes d'ici qui y seront. Et donc je crois que c'est début septembre, qui est, je pense, pour moi, la 2e conférence, maintenant que, du coup, nous avons sorti les 2000 personnes qui est assez encore. Et puis on a l'international, Bitcoin Miami, évidemment. Bon, il y a d'autres conférences. Mais après, il n'y en a pas tant que ça qui sont Bitcoin centriques. C'est vrai. Donc il y en a aussi au Texas, il y avait Big Blood Boom, qui était aussi au même moment. Mais voilà, il n'y en a pas tant que ça qui sont Bitcoin only, donc c'est pour ça qu'on a un peu cette spécificité qui fonctionne plutôt bien. Ok. On va parler un peu de Stackinset. T'en as déjà un petit peu parlé, mais est-ce que tu peux nous dire concrètement quelle est votre solution? Qu'est-ce que vous proposez? Alors globalement, Stackinset, c'est une plateforme qui aujourd'hui propose principalement ce qu'on appelle un service de dollar cost average, qui est une solution d'achat récurrent de Bitcoin, avec une spécificité qui est celle de l'achat-livraison. Donc par essence, en fait, nous, on considère que nos clients doivent détenir leurs clés privées. C'est pour ça qu'on doit faire, au début, quand on a lancé, on devait obligatoirement avoir un wallet. Et donc, à partir des informations que vous mettez dans votre onboarding, donc à savoir la fréquence hebdomadaire ou mensuelle et la somme d'argent, donc à partir de 10 €, vous envoyez à Stackinset ces euros qu'on va convertir en Bitcoin et qu'on va vous envoyer sur votre wallet directement. Donc ça se passe automatiquement. Tout se passe automatiquement. Voilà. Donc la spécificité aussi, et ça, je pense que malheureusement beaucoup de gens n'ont pas forcément compris ce truc-là et qui est très important pour nous, c'est que nous, on fait ce qu'on appelle du batching de livraison. C'est-à-dire que pour réduire les coûts, on mutualise les frais de minage. D'accord, ok. Donc en gros, nous, aujourd'hui, on livre environ 1000 à 1500 clients par jour. Et en fait, on fait ça sur 1 ou 2 transactions Bitcoin, ce qui nous permet de mutualiser évidemment à quelques sats les frais de livraison, les frais de retrait. Sur un exchange ou sur un autre broker, en fait, c'est votre transaction, c'est souvent une transaction en Bitcoin et donc des frais de minage. Donc en gros, souvent, en fait, les frais de retrait sont 1000 fois plus chers que chez Stackinset. Bien sûr, tout à fait. Donc ça, c'est un autre point aussi qui est très important à spécifier. Donc ensuite, on a développé depuis le lancement pas mal de nouvelles features. Donc je vais en citer 2. On a lancé récemment, à Vivatech d'ailleurs en juin, notre solution de custody, donc, ce que moi j'appelle de l'achat-conservation, où en gros, vous n'avez plus besoin de wallet et vous nous faites confiance pour garder votre clé privée. Alors ça s'adresse peut-être plus aux entreprises? Alors, j'allais y venir, effectivement. Globalement, c'est quand même aussi un besoin exprimé par nos clients B2C qui n'ont pas envie de se prendre la tête avec la détention des clés parce que c'est quand même une responsabilité. Bien sûr. Voilà. Et il y a des gens, par exemple ma mère, elle, quand je lui dis maman, parce qu'elle me dit oui, mais je te donne ma clé. Bah non, en fait, le principe, c'est que tu te la gardes. Voilà. Il y a plein d'avantages à détenir sa clé, mais c'est vrai que c'est pas pour tous les profils.
il faut, donc c'est pour ça qu'on a lancé cette solution de conservation. Donc là aussi, l'innovation, c'est qu'on a une preuve de réserve. Ça, c'est une première en Europe. Donc c'est-à-dire que tous nos clients peuvent savoir en temps réel si les bitcoins qui sont en conservation chez nous sont bien sur le coffre-fort qu'on leur a dit. Donc il y a une transparence totale. C'est un point important parce que c'est. Important, c'est pour répondre un peu à la réserve fractionnaire. D'ailleurs, il y a eu une keynote là-dessus de Pierre Rochard, évidemment, qui défendait la preuve de réserve et qui clashait un peu la réserve fractionnaire de type Binance, voilà, pour ne pas les citer. En tout cas, voilà, vous, avec cette solution-là, enfin, vous, quand je dis vous, c'est nos clients, et ben, ils sont sûrs que les bitcoins sont bien en conservation chez nous. Donc, il y a cette solution de conservation qui a été lancée donc, en juin. Et tu as eu raison de me poser la question, c'est qu'en fait, on l'a aussi lancée par rapport à la plateforme pour les entreprises qu'on a lancée donc en février. D'accord. Sauf que là, du coup, on a eu beaucoup de mal à faire démarrer le truc, tout simplement parce que les entreprises, forcément, il y a plusieurs décideurs, et globalement, qui conservait la clé privée. Donc, en fait, le use case pour les entreprises de Not Your Keys, Not Your Coin, c'est un peu plus compliqué. C'est possible, avec des solutions de multisig, mais c'est un peu chiant. Et bon, pour faciliter ce truc-là, cette solution de conservation, et là, depuis qu'on a lancé cette solution de conservation, la partie corporate a explosé. Il y a un intérêt, un énorme intérêt, Okay, parce que là, du coup, en 3 clics, voilà, donc c'est bien pour de la trésorerie de long terme. Donc évidemment, il ne faut pas placer toute sa trésorerie en Bitcoin pour payer les salaires de vos salariés. Bien sûr, ce n'est pas la meilleure solution. Il faut être. Mais c'est une solution de diversification. Voilà, c'est une solution de diversification, mais il faut s'inscrire surtout dans une logique à long terme. Et donc en moyenne, on conseille entre 5 et 10% de sa trésor en Bitcoin pour se protéger contre l'inflation et la perte de pouvoir d'achat, principalement. Ça marche pour les particuliers et pour les entreprises. Qu'est-ce que je peux te dire de plus? On peut peut-être parler de l'annonce de Surfin. J'allais y venir, mais je te laisse. Tu allais y venir, j'anticipe tes questions. Je te laisse y aller. C'est parfait. Et du coup, donc on a annoncé en grande pompe, clairement, l'intégration de Stackinsat à Ledger Live. Donc par rapport à ce que je disais tout à l'heure justement sur l'adresse de réception. Là, en gros, le petit frein qu'il y avait à l'onboarding, c'était qu'il fallait copier-coller son adresse de réception, donc ce qui est un peu chiant. Pareil, c'est un frein, c'est pas non plus un frein délirant, mais oui, en fait, surtout pour quelqu'un qui a ouvert un wallet, voilà. C'est qu'on a un certain. C'est sûr, mais en tout cas pour les no-coiners et pour les débutants, c'était quand même une petite friction. Nous, on avait plein de tutoriels, etc., mais on voyait en fait dans les statistiques marketing que du coup, il y avait un churn important à ce moment-là. Et donc, ça fait 1 an, parce qu'en fait, avec Pascal Gauthier, on en a parlé il y a 1 an, jour pour jour, à Surfin. Et voilà, on a travaillé depuis... Donc, il y aura peut-être une annonce l'année prochaine d'un nouveau... Je ne sais pas, peut-être, je ne sais pas. Suspense, Mais oui, donc ça fait 1 an qu'on bosse dessus. Donc là, on a annoncé l'intégration de Stackinsat à Ledger Live. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Ledger Live, déjà, en fait, c'est une solution software de Ledger qui vous permet d'interagir plus facilement avec la blockchain. Et de manière plus ludique, avec une interface assez sympa. Et là, vous allez avoir une application Stackinsat qui va vous permettre d'acheter du Bitcoin. Voilà. Donc ça, c'est clairement une nouveauté chez Ledger, qui avait été d'ailleurs très grosse annonce, très demandée par les clients de Ledger. Et donc concrètement, qu'est-ce que ça va changer? C'est qu'à l'onboarding, donc un débutant, enfin d'ailleurs n'importe qui, en fait, un nouveau client qui ouvre Ledger Live, donc va avoir la pop-up Stackinsat te permet d'acheter du Bitcoin en dollar cost average. Donc c'est la meilleure façon d'investir, voilà, enfin bref, donc ça c'est le discours un peu classique, mais c'est important aussi de le répéter parce qu'il faut de la pédagogie. Évidemment, le DCS est la meilleure stratégie. C'est ma prochaine question. Ah d'accord, ok, pardon. C'est très bien que tu en parles, c'est un point très important. Toutes tes questions, mais oui, en gros, donc il y aura ce petit pop-up dans Ledger Live où on va pouvoir investir sur Bitcoin en dollar cost average et l'adresse de réception sera automatiquement générée. D'accord. Directement depuis Ledger Live. Donc là, l'onboarding est totalement fluide. Et là, en 2-3 minutes, tu crées ton compte et tu mets en place ton virement et ça y est, c'est parti, quoi. Donc set up and forget. Et ta question, c'était pourquoi tu en as parlé hier lors de ta conférence. Tu as expliqué pourquoi est-ce que pour toi le dollar cost average était la meilleure façon d'investir dans Bitcoin.
Pourquoi ? En fait, c'est tout simple. Alors déjà, il faut avoir une conviction de départ que Bitcoin est utile. Si effectivement tu considères que Bitcoin ne sert à rien, que ce soit DCA, achat ponctuel, trading, ce que tu veux, pour moi, il n'y a aucun intérêt. Donc, si tu as la conviction de départ que Bitcoin est utile et que Bitcoin, c'est potentiellement la révolution monétaire ou que c'est une réserve de valeur, enfin bref, qui a un intérêt à détenir du Bitcoin, à mon sens, on va tout de suite se poser la question de quand est-ce qu'il faut en acheter. Et c'était d'ailleurs l'objet de ma keynote, tu as raison. Et en fait, la réponse, no suspense pour tes auditeurs, le meilleur moment, c'est tout le temps. Parce que en fait, personne n'a de boule de cristal, personne ne sait comment va évoluer le prix. Et en fait, on sait que statistiquement, les émotions, donc le FOMO, ils font faire de mauvais choix. Négatives pour l'investisseur. Et autant laisser ses émotions de côté et du coup, mettre en place son plan épargne. Donc en gros, un montant, donc à partir de 10 €, une fréquence à la semaine ou au mois, set up and forget, et c'est ce qui permet d'avoir un placement à la fois efficace et moins risqué. Et c'est ça, et c'est aussi ce qui permet à un débutant, d'avoir un placement qui offre un rendement très correct et lissé, mais en même temps qui limite pour lui les interactions avec la personne qui veut se mettre à investir dans Bitcoin et pas trop se prendre la tête, comme tu dis, set up and forget, c'est le meilleur moyen, et en plus c'est le plus rentable. Donc le DCA, je crois que il fait plutôt l'unanimité, donc c'est intéressant que vous ayez mis en place cette solution. Pourquoi, alors tu dis que tu t'assumes Bitcoin maximaliste, pourquoi seulement Bitcoin ? Est-ce que vous allez vous ouvrir à d'autres crypto-monnaies au niveau de l'offre DCA ou pas ? Alors la réponse est évidemment non. Et ça d'ailleurs c'est vraiment une ligne qu'on tient depuis le premier jour, même si évidemment on nous pose la question à peu près tous les jours. Mais effectivement pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est Bitcoin à notre sens c'est la révolution monétaire. Et que pour nous, il n'y a pas de Bitcoin. D'ailleurs, aussi, on en parlait avec Rémi Faure lors du panel que j'ai modéré post-diffusion du documentaire. Voilà, il n'y aura jamais deux fois Bitcoin. Et en fait, Bitcoin, c'est un bien commun qui a une utilité réelle. Et on l'a vu avec le Salvador, avec le Centrafrique, parce que ça répond à des vrais problèmes. Et à notre connaissance, les autres cryptos, en fait, ne répondent pas à des vrais problèmes. Ça répond à des problèmes de niche, mais c'est pas quelque chose qui, selon nous, aujourd'hui, est très disruptif. D'accord. Peut-être qu'un jour, il y aura une utilité. C'est pour ça que moi, je compare souvent les autres cryptos à de la biotech. C'est peut-être qu'un jour, ce truc-là va être utile et va solutionner quelques problèmes. Mais aujourd'hui, par exemple, pour moi, la DeFi, ça résout un problème de niche, mais qui n'est pas quelque chose de mass market, et ça restera en fait pour des experts très précis, mais ça va pas solutionner. Ça s'entend, oui. Voilà. Donc après, c'est notre vision des choses. Il y a une phrase des bitcoiners assez connue, fix the money first. Donc vous considérez qu'il faut réparer le problème monétaire avant de s'intéresser à d'autres sujets. Donc, et en fait, tout le reste est un peu accessoire et gadget. Après, évidemment, on comprend qu'il y ait des entrepreneurs qui choisissent d'aller vers d'autres projets, mais effectivement, c'est pas notre cas. Et nous, on considère que Bitcoin, c'est d'abord en fait une solution de placement de réserve de valeur, en tout cas pour les Occidentaux. Et c'est d'ailleurs la vision de Stackinsat. C'est pour ça qu'on a lancé donc, le DCA, la conservation. Tout à fait. Et là, on a aussi annoncé d'ailleurs avec l'annonce de Ledger qu'on partait sur un roadshow de série A de levée de fonds. D'accord. Et en fait, cette levée de fonds va aussi financer cette vision de moyens de paiement. Parce que nous, on considère que Bitcoin, et d'ailleurs, c'est même pas nous qui le disons, c'est Satoshi lui-même, peer-to-peer cash system électronique. Donc, voilà. Et on considère que Lightning, c'est vraiment l'avenir du Bitcoin sur la partie paiement. Ouais. Et on considère aussi que... On en a discuté hier avec Romain Rouffel de LN Market qui connaît assez bien le sujet. Oui. Et donc, du coup, là où sont les problèmes, à notre sens, c'est plutôt en Afrique. Et c'est pour ça que dans les prochains mois, dans les prochaines années, nous, on souhaite développer une solution, une offre, que je n'ai pas en tête aujourd'hui. Localement. Mais pour se positionner en Afrique. Déjà là, avec Ledger, donc, on a lancé l'international, donc on va être disponible dans tous les pays européens. Et
dans quelques mois. C'est bien que tu précises ça parce qu'en effet, du coup, la solution sera accessible via Ledger Live dans tous les pays. Partout. Exactement. C'est pour ça on était en fait lancé dans les pays francophones en Europe, donc France, Belgique, Luxembourg, Suisse. Ouais. Et là, du coup, ça y est, on ouvre à tous les pays. Et c'est vrai que Ledger Live va nous aider justement à acquérir plus de clients bien sûr. Parce que si tu veux, moi, en Pologne, en Finlande, en Suède... Bien sûr, c'est une exposition pour vous qui est incroyable. Donc vision sur les moyens de paiement, sur le Lightning, et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, à Surfing Bitcoin, on a aussi fait des annonces R&D, donc qui sont un peu passées inaperçues parce que forcément, ça intéresse moins de gens. Mais en tout cas, nous, on travaille sur le Lightning Network depuis plus d'1 an avec le laboratoire de recherche de l'UPPA, qui est l'université du Pays Basque. Ouais. Et on a annoncé justement la publication d'un papier de recherche sur Lightning. Alors après, ne me challenge pas sur quel est le contenu de ce papier parce que je ne maîtrise pas le sujet. Je pense qu'on va épargner aussi nos auditeurs de la technicité. Mais Richard Sbir, qui est directeur du labo de recherche, et du coup Julien Wedling, qui est mon directeur de R&D, on travaille là-dessus avec les équipes. Et du coup, ce matin, on avait Toward Better Bitcoin, qui était la demi-journée pour parler de recherche scientifique sur Bitcoin et Lightning. D'accord, ok. Voilà. On va parler un petit peu régulation, parce que sinon c'est pas drôle. Allez. Tu as été signataire il y a quelques semaines d'une lettre qui a été envoyée à tous les ministres des Finances des pays européens, enfin de l'Union européenne, qui sont amenés en fait à statuer sur la réglementation en cours au niveau européen, donc notamment MiCA, TFR, etc. On en a parlé dans des interviews avec Pierre Persson, notamment Claire Balva, mais quel est ton regard à toi en tant qu'entrepreneur vis-à-vis de ce qui est en train d'être mis en place Alors moi, je trouve ça déjà, alors je vais peut-être te paraître bizarre, mais je trouve ça plutôt positif. D'accord. Dans le sens où on est dans une logique de compliance by design, où moi, en fait, c'est plutôt un argument marketing qui va me permettre de séduire plus de clients. Donc de ce point de vue-là, on va dire que c'est plutôt positif. Ça rassure des acteurs. Après, la mise en œuvre opérationnelle et les gens qui construisent ces lois, là par c'est contre, plus compliqué. Joker. Je ne citerai pas les personnes, et tu vois probablement de qui je parle. Oui. C'est vrai que j'ai du mal à comprendre un peu pourquoi ils ont cette approche. Oui. Cette approche. En fait, je pense qu'ils sont tout simplement mal informés. Et en plus, ce qui est con, c'est que je les ai invités à Surfin, ces gens-là. Et en fait, ils refusent de venir. Ouais, en fait, le dialogue est compliqué. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs sollicitations. Même si Faustine, elle fait un taf de ouf. Oui. C'est quand même donc Faustine Fleuret de la DAN. Oui, de la DAN. C'est vrai que c'est compliqué. Franchement, alors, après la mise en œuvre opérationnelle de MiCA, franchement, je pense qu'elle va pas arriver tout de suite. Ça va mettre du temps, ouais. Voilà. Donc, quelque part, nous, on regarde le truc. Mais aujourd'hui, en fait, on est dans une zone un peu grise qui, quelque part, nous est favorable. C'est pour ça qu'on peut lancer, en fait, plus facilement dans d'autres pays, parce qu'il y a une zone grise, parce qu'il y a beaucoup de pays qui n'ont pas de cadre juridique. Et nous, de toute façon, on est quand même de bonne foi, dans le sens où on a le PSAN en France, et évidemment que dès que MiCA sera mise en œuvre, en fait, on se mettra en conformité et on suivra tout cet aspect réglementaire, compliance, qui est évidemment fondamental. Bien sûr, on respecte à 100%. Et comme tu dis, il y aura des impacts positifs aussi auprès des acteurs avec lesquels vous travaillez. Enfin, voilà, c'est une confiance qui sera décuplée, quoi. Tu faisais partie, il y a à peu près 1 an, d'une délégation qui s'est rendue au Salvador. Enfin, voilà, tu es allé voir un petit peu ce qui se passait sur place. Le Salvador, pour rappel, a adopté Bitcoin comme monnaie officielle. Voilà, c'était il y a 1 an à peu près. Maintenant qu'on a 1 an de recul, quel est ton regard un petit peu sur ce qui a été fait localement ? Alors déjà, je pense que c'est un des meilleurs voyages de toute ma vie. Ouais. Voilà, tout simplement. Parce qu'on est parti, on était une vingtaine de bitcoiners. Franchement, ça a été un voyage inoubliable. Déjà, ça nous a tous rapprochés. Donc on est devenus vraiment des amis très proches, avec Yorick de Montbig, Sébastien Roxy, voilà, enfin bref. On était une petite famille là-bas. Donc déjà, ça, c'était vraiment inoubliable, clairement. Donc on était à San Salvador pendant quelques jours, et ensuite on est parti à El Zonte, là où tout a commencé. Et d'ailleurs, en fait, à Surfin, on avait le créateur de Bitcoin Beach, Mike Peterson. Donc on avait également Nicolas Burté qui a créé le wallet Bitcoin Beach Wallet.
Alors la ministre des Finances... Et la ministre des Finances, malheureusement, qui nous a dit il y a quelques jours qu'elle ne pouvait pas venir, mais nous a fait une super vidéo, je sais pas si tu l'as vue. Non, j'ai pas vu. De toute façon, on va la publier sur YouTube. Mais globalement, Bitcoin répond à des problèmes. De toute façon, on l'a déjà dit tout à l'heure, et c'est assez évident. Et notamment, un des problèmes que je cite souvent, c'était les transferts d'argent. Le Salvador, alors j'ai plus le chiffre exact, mais je crois que c'était... Une diaspora énorme. Voilà, 20 à 30% dans la diaspora, ça c'est sûr que c'est 7 millions de personnes, donc des Salvadoriens qui vivent à l'étranger. Mais du coup, ces gens-là contribuaient à environ 20 à 30% du PIB annuel. Et en gros, tu avais des acteurs type Western Union qui prennent des frais incroyables. Absolument. Et là, en fait, maintenant, en fait, les transferts d'argent sont quasi instantanés et gratuits. Merci Lightning Network. Donc voilà, donc ça a été évidemment très positif à tout point de vue. Et aussi d'un point de vue géopolitique, c'était intéressant parce que je pense que le Salvador avant, peu de personnes connaissaient. C'est vrai. Et ça leur a mis un... On a rarement autant parlé du Salvador que l'année. Déjà en termes de notoriété, je pense que la notoriété a été multipliée par 100 voire 1000. Donc rien que ça, en termes de tourisme. Alors après, j'ai plus les chiffres exacts, mais en tout cas, le tourisme a été multiplié significativement là depuis un an. Donc non, évidemment. Au niveau entrepreneurial aussi, j'imagine que des... Voilà. Après, ils ont aussi pas mal investi dans l'industrie du minage. Donc ils avaient annoncé la Bitcoin City. Donc après, c'était quand même plutôt une annonce marketing, hein, clairement, parce que ce genre de truc, ça met... plusieurs dizaines d'années avant de voir le jour. Après, il y a les Bitcoin Bonds qui avaient fait beaucoup parler, qui ont été pas mal discutés et qui devraient sortir, d'après ce que m'a dit la ministre, là, dans quelques semaines. Donc, on est impatient d'ailleurs de tester ce produit-là. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? On va très probablement y retourner. Voilà. Donc là, il y a la conférence Adopting Bitcoin en novembre. Donc, il y a de grandes chances qu'on y retourne cette année avec la même équipe. Donc je pourrais d'ailleurs débriefer sur le JDC. Avec grand plaisir. Voilà, à notre retour. Super. Jonathan, merci. C'était un plaisir de te recevoir. Et puis félicitations pour l'organisation de Surfing Bitcoin 2022, parce que je pense que on est tous plutôt unanimes sur la réussite de l'événement. Donc je te remercie d'avoir accepté l'invitation du Journal du Coin. Et puis tu reviendras pour parler un petit peu de l'avancée de Stackinsat et puis d'un éventuel voyage au Salvador. Merci beaucoup. Merci.